Bonjour, je me présente, je suis Boris Ancel, je suis chef de clinique à Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, en endocrinologie, et c'est pour cela qu'on va travailler ensemble pendant un petit moment sur l'endocrinologie. Le but, c'est de vous aider à travailler dans ce domaine et, si possible, à réussir ce fameux concours qu'est le CN, qu'on a tous passé et qu'on réussit un jour quand on travaille. Alors, ça va consister en 5 dossiers. Tout d'abord 2 dossiers courts et puis ensuite 3 dossiers longs. Alors j'ai fait un choix. Je sais bien que vous êtes des D3, en principe en tout cas. J'ai fait le choix que ces dossiers ne soient pas des dossiers de cours. Ils sont courts pour les premiers, mais ce ne sont pas des dossiers de cours. J'ai préféré faire des dossiers que j'appellerais des dossiers messages. C'est-à-dire que même s'ils peuvent paraître parfois mal posés, c'est souvent ce qu'on dit, oh, un vieux professeur qui a posé un dossier mal posé. En fait, c'est rarement mal posé un dossier. Souvent, il y a derrière un message. Et si on n'a pas compris la manière dont le dossier est posé, dont une question est posée, eh bien, c'est peut-être qu'on n'a pas compris où voulait nous amener le correcteur, enfin, c'est l'auteur du dossier, et quel est le message que l'auteur du dossier voulait que l'on connaisse. Et donc, c'est ça le but de cette conférence, c'est des dossiers basés sur des messages forts dans le domaine de l'endocrinologie. Alors, je vous propose de commencer tout de suite avec le premier dossier court. On va le lire ensemble. Voici une femme de 35 ans qui vous consulte pour une douleur cervicale intense avec odynophagie, arthralgie et myalgie depuis 2 jours. Elle se dit également grippée. Vous constatez à l'examen une hyperthermie modérée à 38 degrés. La palpation cervicale est presque impossible en raison de la douleur, mais vous percevez tout de même un goitre. La patiente se plaint par ailleurs de palpitations, de sueur et de tremblements des doigts, et elle éprouve des difficultés à s'endormir le soir. Le rythme cardiaque est régulier à 100 battements par minute. Première question, quelle est votre hypothèse diagnostique précise? Alors là, je vais vous laisser aller 1 minute pour répondre à cette question, et ensuite je vais vous donner la réponse. Réponse à cette question, l'hypothèse diagnostique et le justifier. Eh bien, il s'agissait d'une hyperthyroïdie qu'on pouvait mettre en évidence avec la clinique les palpitations, les sueurs et les tremblements des extrémités. Il y avait des troubles du sommeil qui entrent également dans la sémiologie de l'hyperthyroïdie. Plus à fond dans le diagnostic, il s'agissait d'une thyroïdite subaiguë. Ce qu'on appelle thyroïdite subaiguë de 2/20, c'est le nom qu'on lui donne. On pouvait évoquer ce diagnostic devant la douleur cervicale qui était très intense, qui empêchait même le médecin d'exercer une palpation chez la patiente, avec une odynophagie, un goitre, un syndrome pseudogrippal qui regroupe l'arthralgie, la myalgie et la fébricule. Donc, les 2 mots-clés les plus importants ici, c'était hyperthyroïdie et thyroïdite subaiguë de 2/20. Le reste vous permettait de gagner quelques points supplémentaires pour avoir le maximum de points à cette question. Deuxième question, quel examen ou quels examens au pluriel demandez-vous pour confirmer le diagnostic? Vous avez là 3 minutes pour répondre à cette question.
Premièrement, NFS-CRP pour mettre en évidence un syndrome inflammatoire. Je vous rappelle qu'il s'agit là d'une thyroïdite. Quand on dit it, ça veut dire inflammation. Donc il est logique qu'ici, on cherche des signes d'inflammation. En plus, une thyroïdite subaiguë, donc on s'attend à avoir des signes d'inflammation. Deuxième catégorie d'examens, les examens pour mettre en évidence clairement l'hyperthyroïdie. Et là, c'est la TSH qu'il faut demander. C'est la TSH qui nous permet de dire s'il y a ou non une hyperthyroïdie, un excès d'hormones thyroïdiennes par la thyroïde. Et vous voyez que j'ai volontairement refusé de côté la T4, même si c'est un examen qu'il faut mettre si on vous le demande un jour sur une copie de concours. Néanmoins, je voulais insister sur le fait que l'examen le plus important, c'est la TSH pour faire ce diagnostic d'hyperthyroïdie. La T4 va nous permettre d'évaluer l'importance de l'hyperthyroïdie, parce qu'on peut avoir des hyperthyroïdies qu'on appelle infracliniques, c'est-à-dire une TSH freinée avec une T4 normale, ou bien des hyperthyroïdies réelles, non infracliniques, dans lesquelles la T4 s'élève. En tout cas, même une TSH freinée avec une T4 normale, on est dans un contexte d'hyperthyroïdie. Troisième examen, la scintigraphie thyroïdienne. Là, vous voyez qu'il y avait 10 points. Pourquoi? Il faut retenir qu'en cas d'hyperthyroïdie, il faut faire une scintigraphie. Hyperthyroïdie égale scintigraphie thyroïdienne. C'est ce qui va véritablement permettre d'évoquer, de déterminer le diagnostic étiologique de cette hyperthyroïdie. Alors, rappelez-vous que la scintigraphie doit être faite en dehors d'une grossesse, donc de préférence, si possible, faire un bêta-HCG avant cet examen, ou au moins avoir un certain nombre d'éléments qui nous permettent de savoir que la patiente n'est pas enceinte, si elle a véritablement une contraception et qu'elle est fiable. En tout cas, au moindre doute, faites des bêta-HCG. Si vous hésitez un jour à le mettre sur une copie, mettez-le. De toute façon, ce n'est pas ça qui va vous mettre des points en moins. Dernière catégorie d'examen, eh bien, c'est les TRAC et la iodurie, qui sont les autres examens qui nous permettent d'évoquer l'étiologie de cette hyperthyroïdie et qui permettent de faire un diagnostic différentiel de la thyroïdite subaiguë. Les TRAC sont élevés en cas de hyperthyroïdie d'origine auto-immune dans la maladie de Basedow. La iodurie des 24 heures est élevée quand on a une surcharge iodée qui peut également favoriser une hyperthyroïdie. Troisième question. Juste avant de passer à la troisième question, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à avoir marqué échographie thyroïdienne comme un des premiers examens. Retenez que l'échographie nous donne des arguments, effectivement, pour telle ou telle cause d'hyperthyroïdie, mais en réalité, ce n'est pas le premier examen à demander devant une hyperthyroïdie. C'est un examen non indispensable qui, dans le cas de la thyroïdite subaiguë, montre un aspect hypoéchogène globalement des deux lobes thyroïdiens, un aspect hétérogène. Ça peut avoir un intérêt dans certains cas pour éliminer un abcès ou une hémorragie intrachystique, notamment si on a une scintigraphie qui montre un résultat, une fixation très hétérogène, qu'on suspecte quand même la thyroïdite subaiguë, eh bien l'échographie peut mettre en évidence, peut rechercher un abcès ou une hémorragie intrachystique. Donc je ne dis pas que l'échographie n'a aucun intérêt dans l'hyperthyroïdie, mais ne le mettez pas comme premier examen à demander. C'est avant tout les hormones thyroïdiennes qu'on a vues, la scintigraphie thyroïdienne, les anticorps antirécepteurs TSH, donc les TRAC, la iodurie des 24 heures, et éventuellement on peut mettre l'échographie thyroïdienne en dernier lieu. Voyons maintenant la troisième question. Voilà un résultat de scintigraphie thyroïdienne. La question est la suivante. Décrivez ce que vous voyez. Vous avez 40 secondes pour répondre à la question.
suffisait de mettre deux mots, scintigraphie blanche. Ce qui veut dire que il n'y a aucune fixation au niveau de la thyroïde. On verra dans quelques instants à quoi ressemble une scintigraphie thyroïdienne normale et puis ce qu'on peut avoir dans les autres cas. Donc scintigraphie blanche et vous aviez 10 points, 1/10 des points de ce dossier. Vous voyez que c'est assez facile du moment que on a vu une fois de quoi il s'agissait. Quatrième question. Quelles sont les autres causes d'hyperthyroïdie pouvant donner un tel résultat? Vous avez 3 minutes pour répondre à cette question. Alors il s'agit là d'une question de cours, vous veuillez m'excuser, je vous avais dit qu'on ne ferait pas de cours, on a une petite question de cours, parce que c'est une question assez classique, qui peut être posée telle qu'elle. Et deuxièmement, si vous connaissez ces causes, eh bien quand vous avez une scintigraphie blanche comme cela, eh bien vous avez tout de suite le listing des dossiers dans lesquels vous vous trouvez, des cas dans lesquels on peut se trouver. Il peut s'agir d'une surcharge iodée, puisque en cas de surcharge iodée, eh bien la thyroïde est pleine d'iode et quand vous injectez le diode 123, eh bien cette diode 123 ne peut pas se fixer sur la thyroïde. Il peut s'agir d'une hyperthyroïdie par prise d'hormones thyroïdiennes. Il peut s'agir d'une hyperthyroïdie à la cordarone. Vous savez que la cordarone peut donner soit des hyperthyroïdies, soit, dans certains cas, des hypothyroïdies. En tout cas, l'hyperthyroïdie à la cordarone donne une scintigraphie blanche. Une hyperthyroïdie liée à l'interféron qui est maintenant un médicament qui est de plus en plus employé dans diverses pathologies, notamment dans le traitement des hépatites virales chroniques. Et puis, de façon un peu plus anecdotique, mais ça fait bien de le savoir, à la phase aiguë,
la thyroïdite d'Hashimoto. Alors quand on dit Hashimoto, vous pensez tout de suite à hypothyroïdie, c'est vrai. On peut avoir une phase initiale d'hyperthyroïdie au cours de laquelle on a une scintigraphie blanche. Je vous propose de passer à la 5e question. Quel est votre traitement? Vous avez 4 minutes pour répondre à cette question. Eh bien, le traitement de l'hyperthyroïdie, ça commence d'abord, quand elle est symptomatique en tout cas, par du repos, ce qui veut dire un arrêt de travail. Pour se reposer, il faut arrêter de travailler en général. C'est déjà une grande partie du traitement que de se reposer parce que ça sera l'élément symptomatique.
La suite du traitement symptomatique va dépendre des symptômes. Ça peut comporter des bêta-bloquants, surtout si vous avez une tachycardie ou des palpitations ressenties par la patiente. Donc classiquement, les bêta-bloquants, bon, c'est du propranolol, de l'avlocardil. On n'a pas besoin de connaître forcément les doses, mais sachez que ça se prend 3 prises, entre un quart et un demi comprimé 3 fois par jour. Des sédatifs, vous savez que l'hyperthyroïdie, eh bien, ça agite, on n'arrive pas à dormir, on est anxieux. Sédatifs, c'est par exemple les benzodiazépines, vous connaissez le Lexomil, qu'on peut donner à la dose de un quart, un demi, ou bien laisser le patient gérer ce traitement à la demande. Et puis dans le cadre de la thyroïdite subaiguë de Carvin, je vous ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une IT, donc une inflammation. Donc logiquement, on propose un traitement par anti-inflammatoire. Quand le tableau est modéré sur le plan clinique, eh bien c'est des anti-inflammatoires non stéroïdiens. On peut donner l'aspirine à la dose de 1 g x 3 par jour, donc à dose anti-inflammatoire pendant une quinzaine de jours. Si le tableau est sévère, ce qui n'était pas le cas dans ce dossier, eh bien, on propose une corticothérapie à la dose que vous n'avez pas besoin de connaître, de 0,5 mg kilo pendant 15 jours. Ce qui est important, c'est qu'il faut faire une diminution progressive sur 3 mois, afin d'éviter la réapparition des symptômes de thyroïdite qui peuvent être très importants. On l'a vu ici, cette patiente a des cervicalgies importantes. Donc, arrêt de travail, repos, le traitement symptomatique bêta-bloquant, sédatif. Ça, c'est des éléments qu'on retrouve dans le traitement de toute hyperthyroïdie, s'il s'agit d'une maladie de base d'eau ou autre. La caractéristique du traitement de la thyroïdite subaiguë, eh bien, comme c'est une IT, c'est les anti-inflammatoires, soit non stéroïdiens, soit la corticothérapie. Voilà pour ce dossier. Alors, je vous propose de répondre à cette dernière question. Comment la pathologie évolue-t-elle le plus souvent ? Vous avez 2 minutes pour réfléchir à ce dont il s'agit ici et à ce que ça peut donner sur du court, moyen terme ou du long terme. Eh bien, il faut qu'on pense ce qui s'est passé. Dans une thyroïdite subaiguë de Carvin, il y a une lyse des cellules thyroïdiennes. Donc les hormones thyroïdiennes sont libérées en grande quantité et c'est ça ce qui favorise l'hyperthyroïdie et tous les symptômes qui s'y rattachent. Dans un second temps, après cette lyse, eh bien, on va avoir le phénomène inverse, une phase transitoire d'hypothyroïdie qui peut durer quelques semaines,
Et on la retrouve donc dans 3/4 des cas, donc quand même assez souvent. Mais ensuite, ce qu'on peut dire à la patiente, c'est qu'on aura une guérison spontanée qui va être obtenue donc dans un délai variable de quelques semaines ou quelques mois. Donc une évolution qui tend toujours, quasiment toujours, on peut le dire, vers la guérison. Ça, on peut le mettre dans une copie. Guérison dans un délai de quelques semaines ou quelques mois après une phase d'hypothyroïdie. Voilà pour ce dossier. Je vous propose de voir quelques points supplémentaires dans ce domaine de l'hyperthyroïdie et d'abord vous donner quelques images de scintigraphie thyroïdienne. Voilà une scintigraphie thyroïdienne normale. Je vous le rappelle, j'ai mis ici en gros hyperthyroïdie égale scintigraphie. Voilà une scintigraphie thyroïdienne normale. Alors on voit deux lobes, le lobe gauche de la thyroïde, le lobe droit de la thyroïde et au milieu c'est l'isthme. Donc quelque chose de simple. Voyons maintenant les différents cas de figure devant lesquels on peut se trouver quand on a une hyperthyroïdie. Premier cas de figure, on l'a vu, scintigraphie blanche. Et là, tout de suite, on pense aux différents diagnostics que l'on a évoqués il y a quelques instants. Deuxième possibilité, eh bien, ça ressemble à la scintigraphie thyroïdienne normale. On appelle ça une fixation homogène des deux lobes thyroïdiens. Et ça s'appelle une maladie de base d'eau. Je répète, hyperthyroïdie plus fixation homogène des deux lobes thyroïdiens égale maladie de base d'eau. Alors, la fixation peut être normale dans certains cas ou élevée. Et sur certaines scintigraphies, on vous met en petit en bas ici l'importance de la fixation du iode 123. Mais encore une fois, même si vous n'avez pas cette donnée, si vous avez deux lobes qui fixent de façon homogène l'iode 123 et que parallèlement vous avez une hyperthyroïdie, vous pouvez affirmer qu'il s'agit là d'une maladie de base d'eau. Troisième possibilité, on a quoi? Eh bien, on a une zone hyperfixante qui, si on avait d'ailleurs une échographie thyroïdienne, nous montrerait qu'elle correspond à un nodule thyroïdien. Même oublions l'échographie pour l'instant. Parallèlement à cette zone hyperfixante, on a une extinction, une quasi-extinction du reste du parenchyme. Vous voyez qu'ici, ça ne fixe pas. Ici, ça fixe un petit peu. Ici, ça fixe un petit peu. Dans ce cas-là, on peut affirmer qu'il s'agit d'un adénome toxique, c'est-à-dire un nodule thyroïdien qui sécrète des hormones thyroïdiennes et le reste du parenchyme qui est probablement normal, eh bien, ne fixe pas l'iode et ne fabrique pas d'hormones thyroïdiennes. Ça s'appelle un adénome toxique. Dernier cas de figure, c'est peut-être probablement le plus compliqué parce qu'il y a là des diagnostics différentiels. Ce que l'on décrit ici, c'est une fixation hétérogène des deux lobes thyroïdiens. Vous voyez ici une fixation importante, ici ça fixe pas, ici ça fixe pas, et ici ça fixe. Bon. Devant une telle fixation hétérogène, le diagnostic premier que l'on peut donner, c'est un goitre multinodulaire toxique, c'est-à-dire qu'il y a des nodules dans la thyroïde qui fixent et qui sécrètent des hormones thyroïdiennes. Il y a néanmoins un diagnostic différentiel, c'est ce qu'on appelle, et c'est un peu plus compliqué, mais il faut quand même le savoir, le goitre basedoïfié. Alors c'est quoi ce goitre basedoïfié? Eh bien, c'est un goitre nodulaire, thyroïde avec des nodules, qui ne fixent pas, qui sont des nodules qui seraient froids en scintigraphie, et là-dessus se rajoute une maladie de base d'eau. Donc vous aurez l'équivalent d'une fixation homogène, mais dans un endroit où il y a des endroits qui ne fixent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut donner cet aspect-là, un aspect hétérogène. Et là, les deux diagnostics sont possibles. C'est là qu'on va céder des TRAC, anticorps antirécepteurs à la TSH, qui s'ils sont positifs sont en faveur de l'auto-immunité, une maladie auto-immune et donc plutôt en faveur d'une maladie de base d'eau. Et c'est là également qu'évidemment on va céder, on n'a pas parlé, mais parce que c'est évident, vous connaissez par cœur, sinon il faut se dépêcher de le travailler, la clinique de la maladie de base d'eau, donc on cédera du goitre et on cédera de l'ophtalmopathie basedovienne qui tout de suite nous oriente vers le diagnostic de maladie de base d'eau. Donc évidemment, si on a une telle image avec des TRAC positifs et avec un goitre et une ophtalmopathie basedovienne, eh bien on pourra davantage poser le diagnostic de goitre basedoïfié. Voilà pour ce premier dossier sur l'hyperthyroïdie. On termine ce dossier avec
quelques éléments clés dont il faut se rappeler toujours, quand vous vous levez, quand vous vous couchez, quand vous prenez le métro. Il faut y penser devant les divers signes cliniques qui sont parfois peu marqués. Si par exemple vous avez dans un dossier, dans un petit coin, une patiente s'énerve contre l'infirmière de consultation, elle ne tient pas en place, que vous arrivez dans la salle d'attente, qu'elle est en t-shirt en plein hiver, eh bien il faut penser à la maladie de Basedow, il faut penser à l'hyperthyroïdie, même si la patiente ne vous décrit pas tous les signes. De la même manière, quelqu'un qui simplement un peu tachycarde, qui a perdu du poids et qui est un petit peu irritable, pensez au diagnostic d'hyperthyroïdie parce que les signes ne sont pas forcément complètement évidents. Deuxième message, si vous suspectez une hyperthyroïdie, l'examen demandé biologique, c'est la TSH. Et pensez à demander la TSH devant tout ACFA, devant une arythmie cardiaque, demandez la TSH parce que l'hyperthyroïdie est une cause d'arythmie. Troisième message, je l'ai dit, devant une hyperthyroïdie, on demande une scintigraphie. Alors, idéalement, la scintigraphie a lieu de 123. Cela dit, on peut également demander une scintigraphie au technétium, qui a l'avantage de coûter moins cher, et souvent, dans un certain nombre de centres, est plus facilement disponible à obtenir rapidement, donc pour faire un diagnostic rapide. Ensuite, pensez trachéodurie et échographie éventuellement, qui sont les examens à demander pour avancer dans le diagnostic. N'oubliez pas le repos et l'arrêt de travail devant une hyperthyroïdie. Benzodiazépine, bêta-bloquant, on l'a dit. Et attention, si on est face à quelqu'un qui a des antécédents cardiologiques, parce que l'hyperthyroïdie peut décompenser une arythmie, peut favoriser les troubles du rythme. Donc être très vigilant quand vous avez un dossier d'un patient, un dossier transversal que vous verrez en D4, ou un patient a des antécédents de troubles du rythme, qui a une suspicion d'hyperthyroïdie, méfiez-vous. Pour terminer, quelques données simples sur les autres causes d'hyperthyroïdie qui ne sont pas donc une thyroïdite subaiguë. Dans la maladie de Basedow, le traitement classique, c'est des antithyroïdiens de synthèse pendant 18 mois. Alors là, je ne rentre pas dans le détail, c'est vraiment du cours. Il y a deux méthodes. Soit quand le patient baisse sa T4 au bout de quelques semaines, on introduit des hormones thyroïdiennes et on laisse une dose d'antithyroïdiens de synthèse suffisante autour de 20 mg par jour de déomercazole. Ça, c'est dans tous vos polycopies, dans tous vos livres. Deuxième possibilité, on baisse l'antithyroïdien de synthèse jusqu'à obtenir la dose minimale efficace. La surveillance de l'ophtalmopathie, c'est la deuxième grande caractéristique de la maladie de Basedow, du traitement, du suivi. La contraception, qui est nécessaire parce qu'on n'aime pas trop avoir une grossesse sous antithyroïdien de synthèse. Et ne pas oublier les NFS, donc la numération en cas de fièvre chez un patient qui est traité par antithyroïdien de synthèse. Je vous renvoie au polycopier de cours pour voir les autres éléments, mais n'oubliez pas ces quatre choses importantes dans le cas de la maladie de Basedow. Dans le cadre des thyroïdides, donc on a vu en détail le 2-Carvin. Rappelez-vous qu'il y a aussi l'interféron et la cordarone qui donnent des tableaux semblables. Pas d'antithyroïdien de synthèse. En tout cas, ça n'a aucun intérêt, parce que, encore une fois, ce sont une destruction des cellules thyroïdiennes, une libération des hormones thyroïdiennes qui entraîne cette hyperthyroïdie. Or, les hormones thyroïdiennes les antithyroïdiens de synthèse agissent avant tout pour empêcher la fabrication des hormones thyroïdiennes. Alors on peut dans certains cas mettre du propylthiouracil, le PTU, qui a un effet supplémentaire par rapport au néomercazole, qui ne va pas seulement empêcher la fabrication des hormones thyroïdiennes, mais qui également bloque la conversion de T4 en T3, T3 qui est l'hormone active. Donc dans certains cas, on met quand même pour faire quelque chose du PTU dans ces cas-là, mais retenez que ce n'est pas les antithyroïdiens de synthèse qui font le traitement, c'est d'attendre que la phase de la thyroïdite disparaisse, et c'est un traitement symptomatique. Et comme je l'ai dit, anti-inflammatoire et corticoïde, 6-2-Carvin. Troisième cas de figure, adénome toxique ou bien goître multinodulaire toxique. Et bien dans ces cas, les antithyroïdiens de synthèse ont un intérêt pour bloquer la fabrication des hormones thyroïdiennes au niveau des nodules fixants. Éviction de l'iode, ce qui veut dire on va essayer d'éviter, on le met dans la copie ça,
si possible, éviter les scanners avec injection, ne pas utiliser des antiseptiques iodés qui vont donner à manger aux nodules thyroïdiens et donc favoriser la fabrication des hormones thyroïdiennes. Et là, ensuite, il y a une discussion dans laquelle on ne va pas entrer. Dans une copie, ça suffit largement de mettre cela, entre l'iode 131 ou la chirurgie chez les patients qui ont un adénome toxique ou un boîte multinodulaire toxique. Dans certains cas, une fois passé la phase aiguë, on peut se contenter d'une surveillance. Voilà, j'en dis pas plus sur l'hyperthyroïdie. Je pense que les messages importants sont tous là. Et je vous propose de passer au deuxième dossier court.